Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont dans la salle, ceux qui nous regardent en ligne. Merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence de notre série des grands communicateurs organisée par la TELUC et la Toile des communicateurs. Alors, comme à chaque fois, je prends toujours le temps de remercier tous les partenaires qui font que ça fait 12 ans que les grands communicateurs existent et le succès ne se dément pas, au contraire. Alors, c'est bien sûr grâce à la TELUC qui nous accueille ici dans ces murs, son association étudiante aussi qui nous soutient, le canal Savoir qui nous diffuse bien régulièrement et bien sûr le public qui nous suit en salle, en ligne aussi. On a beaucoup de monde ce soir en ligne, alors je vous salue dans le confort de votre salon. Et bien sûr les conférenciers qui depuis 12 ans, mois après mois, viennent ici présenter une facette du monde des communications peut-être un petit peu méconnue, de ce qu'on voit moins ailleurs. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la Toile des communicateurs, je vous référerai tout simplement à notre site web dont l'adresse doit être là, toile.coop. Vous y trouverez donc toute l'info sur les conférences à venir. Si vous voulez aussi, on est aussi présent sur la majorité des médias sociaux, donc Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn. Si d'ailleurs vous voulez tweeter la conférence ou parler des grands communicateurs, le mot-clé, hashtag est GCOMMS, G-C-O-M-M-S, donc comme grand communicateur au pluriel, G-C-O-M-M-S. Ne vous gênez pas pour en parler sur ces médias-là. La conférence de ce soir devrait durer environ 1 heure. Puis il y aura, à la fin de la conférence, il y aura une période de questions aussi. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez à notre conférencier. On vous a remis un petit questionnaire d'évaluation en ligne aussi. Vous savez comment y répondre. On aime ça avoir vos commentaires. Alors ne vous gênez pas. Vous avez aussi la possibilité d'inscrire votre adresse de courriel sur le questionnaire. Ça vous permettra simplement d'être tenu au courant des activités de la Toile. L'adresse, rassurez-vous, on la donne, on la vend à personne d'autre. Avant de parler de la conférence de ce soir, il reste 2 autres conférences de notre saison à la Toile des communicateurs. Le 29 avril, on aura M. Cédric Essimini. M. Essimini est porte-parole de la Régie des installations olympiques. Et justement, son intervention portera sur le métier de porte-parole et leur crédibilité le 29 avril. Le 27 mai, on termine la saison avec M. Pierre Arthur. M. Arthur est directeur principal recherche et marketing au quotidien La Presse. Il viendra nous parler de l'avènement de La Presse Plus. Donc cette application qui est en train de changer peut-être la façon de consommer les journaux sur les iPads. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour ce soir. Ce soir, on va parler de droit et des enjeux des communications, surveillance massive, censure, emprisonnement. Je vous passe tous les détails. Notre conférencier pourra nous développer tout ça. Donc justement, notre conférencier de ce soir, il est professeur ici à la TELUC et c'est bien. Je pense que c'est la première fois qu'on reçoit un professeur de la TELUC à la TELUC. Donc c'était une première. Il était plus que temps de réparer cette petite chose-là. Il est aussi chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société. Ça se passe à l'Université du Québec à Montréal. Il a obtenu un doctorat à l'Université McGill et a aussi effectué des recherches postdoctorales à Concordia. Et il est aussi l'auteur d'un ouvrage, Droit et enjeux de la communication, et c'est paru en 2013. Alors, sans plus tarder, si vous voulez bien accueillir notre grand communicateur de ce soir, M. Normand Landry. Merci. C'est un vrai plaisir d'être là parmi vous. Merci d'être là, merci d'être présent pour une thématique qui me tient à cœur, que je crois fondamentale et que je crois d'autant plus pertinente que l'actualité nous rappelle à chaque jour, quotidiennement, que médias et droits humains sont en fait complètement indissociables l'un de l'autre. L'actualité récente, encore plus récente, le démontre de manière encore plus aiguë, bien malheureusement. Vous le savez comme moi, le 7 janvier dernier, 2 hommes armés sont rentrés à Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo, et ont assassiné 12 personnes, des journalistes, des chroniqueurs, une équipe complète. Un gigantesque débat a pris place dans la sphère publique, en France, mais aussi ici, sur les limites éthiques et juridiques de la liberté d'expression par la suite. Qu'est-ce qui est acceptable de dire? Où on s'arrête? Qu'est-ce qui est du bon goût et qu'est-ce qui est de la provocation? C'est un débat qui a fait rage et qui nous questionne sur une des valeurs les plus fondamentales en démocratie libérale. Et c'est d'ailleurs un principe qu'on va aborder de manière extensive ce soir. Bien, vous le savez comme moi, il y a une campagne internationale qui est organisée, notamment au Canada, pour la libération du blogueur Raif Badawi, condamné à 1000 coups de fouet et à 10 ans d'emprisonnement pour avoir tenu des propos qui ont largement indisposé le régime saoudien.
En Chine, en Russie et en Iran, la censure et surtout la surveillance des réseaux de communication est l'objet d'une préoccupation tout à fait constante. Et dans nos beaux grands pays, au Canada, aux États-Unis et en Europe, les citoyens qui s'expriment sur des enjeux d'intérêt public risquent de se faire poursuivre en justice pour des sommes faramineuses, emprisonnés dans un système judiciaire qui favorise systématiquement ceux qui ont les moyens de pouvoir se l'offrir. On appelle ce genre de poursuites-là les poursuites bâillons, les slaps. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la question. Et dans ces pays qu'on dit démocratiques, les lanceurs d'alerte, ces hommes et ces femmes qui nous rendent un service inestimable en dénonçant sur la place publique des pratiques qui sont inacceptables, soit de la part du gouvernement ou d'entreprises privées, sont criminalisés, pourchassés, contraints à l'exil. Deux exemples très concrets qui nous ramènent la chose à l'esprit, l'affaire Edward Snowden, réfugié en Russie à l'heure actuelle, et l'affaire Wikileaks également. Et partout également, désormais, la surveillance par des agences de sécurité qui interceptent, qui stockent et qui analysent nos conversations les plus intimes. La surveillance par des entreprises qui enregistrent et qui vendent nos données personnelles à des fins commerciales. Par des employeurs qui suivent nos activités sur nos postes de travail alors que nous sommes à leur service. Par nos amis et par nos parents qui surveillent ce qu'on dit sur les médias sociaux aussi également, bien volontairement. Il y a quelques jours, il y a une centaine de groupes québécois, y compris Amnesty International, y compris la Ligue des droits et libertés, qui sont venus manifester bruyamment leur opposition au projet de loi C-51 déposé au projet fédéral sur le principe que les violations du droit à la vie privée qui seraient engendrées par ce projet de loi-là viendraient poser un enjeu systématique à la protection du droit à la liberté d'expression pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Les enjeux sont véritablement réels. On sait désormais que nos communications sont surveillées et qu'elles sont surveillées massivement. On sait également que ceux qui s'expriment à l'aide des technologies risquent de se faire poursuivre par des grandes sociétés, de se faire emprisonner, de se faire torturer, de se faire assassiner. On sait que ces mêmes technologies sont utilisées quotidiennement pour détruire la réputation d'individus, pour propager la haine et appeler à la violence. On sait également que les niveaux de concentration de la propriété des médias a atteint au Canada des sommets historiques. On sait qu'on laisse de côté tous ceux, et je devrais surtout dire toutes celles, qui n'ont pas les compétences, les savoirs et l'éducation nécessaires pour tirer pleinement profit des technologies médiatiques. On sait également ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelles traces nous laissons dans les environnements numériques. On ne sait pas non plus ce que les sociétés commerciales en font, ni les gouvernements. On ne sait pas qui y a accès, pourquoi et à fonction de quels objectifs. Et dans tout ce contexte-là que je viens de vous parler, la révolution est permanente. Les technologies changent à un rythme qui est effréné. Les enjeux évoluent extrêmement rapidement et l'industrie des médias est en pleine mutation. En d'autres mots, les acteurs changent, les technologies changent, les problématiques changent et à un rythme inégalé. Il y a de quoi donner le tournis, non? Donc, une question qui est venue trotter dans la tête, c'est comment faire pour comprendre ces enjeux, pour intervenir, pour en parler publiquement, pour faire sens dans l'espace public et en parler à nos interlocuteurs, aux hommes et aux femmes politiques, aux journalistes, aux gens autour de nous. Comment est-ce qu'on fait pour prendre l'ensemble de ces enjeux-là dans un cadre qui nous semble cohérent? Il est ici question pas de bidule, il n'est pas ici question de technologie, mais de communication, d'une entrée en relation. C'est ça qui nous préoccupe à travers ces technologies-là, à travers les médias, d'échanger de l'information, d'accéder à la culture, de produire de la culture, d'écouter et d'être entendu, de pouvoir s'exprimer comme je le fais ce soir, de s'instruire. Tout ça, c'est des choses qui sont intimement liées à qui on est comme être humain. Ce sont des choses qui touchent à qui nous sommes, à notre dignité, à nos aspirations, à notre liberté et à nos droits fondamentaux. En 2003, les représentants du monde entier se sont réunis à Genève dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l'information. J'y étais. Afin de convenir d'une vision globale pour une société de l'information qui serait mondialisée. Ils ont défini la communication, écoutez bien ça, comme un processus social fondamental, un besoin essentiel de l'être humain et la base de toute organisation sociale. Lorsqu'on parle de technologie, lorsqu'on parle de médias, c'est de ça qu'il est question, de nos rapports entre nous, entre vous et moi,
de nos besoins personnels, de notre société, dans ce cas-là de juste et d'injuste, d'égalitaire et de profondément inéquitable. Maintenant, si la communication est un processus social fondamental, si elle est un besoin essentiel de l'être humain, et si elle a les bases de notre société, alors elle touche à nos droits et libertés les plus fondamentaux et aux droits qui nous sont plus chers. C'est exactement de ça que je suis venu vous entretenir aujourd'hui. On va explorer la relation qui existe entre droits humains, médias et communication. Une petite précision d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par droits humains? Une précision sémantique s'impose dès le départ. 3 terminologies qu'on utilise couramment de manière compétitive en français: droits de l'homme, droits de la personne, droits humains. L'expression droit de l'homme est consacrée au niveau international. C'est celle qui est utilisée dans l'ensemble des textes. C'est une expression que je me refuse d'utiliser personnellement pour une raison bien simple. C'est un terme qui est profondément genré, historiquement et dans le concept. On s'est longtemps questionné, en France notamment, si les femmes avaient les mêmes droits que l'homme, par exemple. C'est une problématique réelle. Et on s'éloigne beaucoup de la notion anglaise « human rights ». C'est une spécificité de la langue française de vouloir inclure la femme dans l'homme, et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, je me refuse à faire dans mes propres travaux. Au Canada, l'expression consacrée est l'expression « droit de la personne ». C'est ce qu'on entend toujours. Une petite problématique qu'on va aborder un petit peu plus tard sur la question, une personne. Qu'est-ce qu'une personne? Au Canada, une personne est une personne physique ou morale, une société commerciale et un individu comme vous et moi. Et au Canada, les titulaires de droits fondamentaux, protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, sont notamment des sociétés commerciales. Et ces sociétés commerciales-là utilisent leurs droits envers et contre, parfois l'intérêt public également. Donc, dans le cadre de notre communication aujourd'hui, on va s'intéresser aux droits qui n'appartiennent qu'à des êtres humains, donc aux droits humains, l'expression traduite littéralement du terme anglais « human rights ». Maintenant, les droits humains constituent un ensemble de droits et de libertés auxquels tous les êtres humains, hommes et femmes, sans égard à leurs conditions particulières, à leur origine ethnique, à leur appartenance culturelle, à leur croyance religieuse ou à leur orientation sexuelle, ont moralement et juridiquement droit. Ont moralement droit veut dire que c'est la base, les fondations même d'un ordre social qu'on estime juste au point de vue philosophique. Juridiquement droit, ça veut dire que les règles éthiques et morales qui régissent nos comportements sont également codifiées dans des textes de loi qu'on peut imposer envers et contre des acteurs qui s'en voient indisposés. Tout un régime international, national et même municipal de protection des droits et libertés fondamentaux. Maintenant, quelles sont les caractéristiques fondamentales des droits humains? Les droits humains regroupent tout à la fois des droits et libertés qui sont jugés universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés. Des droits universels signifient que peu importe les différences qui nous séparent, religieuses, politiques, sexuelles, culturelles, le postulat fondamental derrière la notion de droits humains, c'est que derrière ces différences-là se cache une condition humaine qui est partagée par l'ensemble de l'humanité. Il y a une essence commune à tous les bipèdes que nous sommes et qui font de nous des êtres humains, et que cette essence-là fait qu'il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui nous appartiennent en tant qu'espèce. Donc, c'est un principe qui est largement à la base des droits humains. C'est aussi le principe qui est le plus contesté, notamment au nom de ce qu'on appelle le relativisme culturel. Il y a tout un ensemble de discours qui disent que les droits humains sont un construit historique de l'Occident qui vise à imposer un certain nombre de valeurs envers et contre des cultures qui ne s'y reconnaissent pas. Donc, il y a un réel débat sur cette question-là, soit dit en passant. Ce sont des droits qui sont considérés indivisibles parce qu'on ne peut pas avoir le respect de nos droits fondamentaux si certains sont respectés et d'autres pas. Hein. Ça ne sert à rien d'avoir le droit à la liberté d'expression si on ne mange pas. Ça ne sert à rien d'avoir le droit au loisir si on n'a pas de travail non plus. Ça ne sert à rien d'avoir le droit à la liberté d'expression si on n'a pas le droit à la vie privée. On ne pourra même pas s'en prévaloir de manière suffisante. Donc, c'est des droits qui forment véritablement une matrice qui serait en force systématiquement les uns les autres. Ce sont également des droits qui sont interdépendants, comme je l'ai déjà dit. Certains droits sont absolument fondamentaux à la réalisation d'autres. Et ce sont des droits qui sont intimement liés. Là, on touche dans le cœur de la problématique. Des droits qui sont intimement liés, ça veut dire que certains droits sont complémentaires, d'autres droits sont un prérequis au respect de d'autres,
Et finalement, on va le traiter de manière extensive dans le cadre de cette discussion-là. Certains droits sont en tension, en compétition, voire en contradiction parfois avec d'autres droits. Et c'est beaucoup l'analyse de ces droits-là, et de ces contradictions et ces tensions qui va nous permettre de faire sens des grandes controverses et des grands enjeux qui prennent part dans le domaine des communications. Les droits humains se divisent en deux grandes catégories de familles. D'un côté, on a les droits civils et politiques, ce qu'on appelle souvent les droits libertés. C'est le droit à un procès juste et équitable, le droit à la liberté d'expression, le droit de participation aux affaires publiques. C'est des droits qui visent à assurer un espace de liberté et le respect d'un principe de liberté fondamentale. De l'autre côté, on a les droits économiques, les droits sociaux et les droits culturels, ce qu'on appelle parfois les droits créances. Le droit à l'éducation, le droit au loisir, le droit au travail. Et finalement, les droits humains reposent sur trois piliers absolument fondamentaux, piliers de la dignité, de la liberté et de l'égalité. La dignité humaine, c'est essentiellement trois choses. La première, c'est de reconnaître que tout être humain a une valeur intrinsèque, peu importe sa valeur d'usage. Premier postulat auquel il s'oppose, c'est celui de l'esclavage. On ne peut pas réduire un humain à sa seule valeur d'usage. Un être humain a une dignité qui lui est propre. Ça veut dire qu'il doit être considéré comme quelque chose qui a une valeur, peu importe les services qu'il peut rendre à la société ou à d'autres êtres humains. Ensuite, la notion de dignité appelle à la satisfaction de ses besoins fondamentaux. On ne peut pas être digne lorsqu'on meurt de faim, lorsqu'on est mal habillé, lorsqu'on est dans une situation où on a honte de se présenter en public. Il y a un concept de pouvoir émerger en société fondamental. Et finalement, le principe de dignité, c'est protéger l'intégrité d'une personne. On sait tous la violence qu'il peut y avoir, par exemple, à se faire une fouille à nu par des agents de sécurité. Notre sentiment de dignité humaine, notre sentiment d'avoir une valeur est profondément mis à mal dans ce genre de situation-là. Donc ça, c'est les trois dimensions de la dignité. La notion de liberté appelle à une zone d'autonomie, pouvoir faire des choses sans être scruté, sans être validé, sans avoir à répondre à une autorité, à être laissé seul, à pouvoir innover, donc à pouvoir être créatif. Et finalement, la notion d'égalité, c'est que tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. À la base, il n'y a aucune inégalité fondamentale qui est reconnue par le principe des droits humains. Ça peut sembler une évidence, mais on a fait la majeure partie de l'histoire moderne de l'humanité en conférant des statuts très particuliers, très hiérarchiques aux êtres humains. Il y avait les nobles, bien sûr, qui, par droit divin et ascendance familiale, avaient droit de régnance. Il y avait les gens du clergé aussi, le pape notamment, qui était choisi par Dieu pour incarner les pouvoirs spirituels sur la terre. Donc l'idée que le sang, que la patrie ne s'applique plus, est un principe d'égalité fondamentale. Maintenant, les droits humains, le corps fondamental des droits humains se regroupe dans ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme. 3 documents constitutifs avec des protocoles associés, juste 3, qui viennent véritablement constituer les bases de l'édifice des droits humains sur la scène internationale. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948. C'est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966, entré en vigueur 10 ans plus tard. C'est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté également en 1966 et ratifié 10 ans plus tard. Et c'est les protocoles facultatifs aux 2 pactes. Sur la base de ces 3 documents-là, il y a plus de 80 déclarations, traités et conventions internationales qui ont été établies et qui viennent véritablement asseoir un régime international de protection des droits de l'homme. Un régime international des droits humains oblige les États qui s'y conforment à prendre un certain nombre de mesures. Lorsqu'on est signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il est attendu des États qu'ils conforment leur législation, leurs droits en vigueur à l'intérieur de leur territoire, en fonction des principes qui sont établis dans ces documents-là. Ça veut dire que les États doivent modifier les lois qui sont incompatibles avec ces principes-là et parfois même modifier leur constitution. Le Canada l'a fait en 1982 en intégrant dans la Constitution canadienne la Charte canadienne des droits et libertés. Maintenant,
Pourquoi parler de droits humains lorsqu'on traite des enjeux de la communication médiatisée? D'abord, parce que le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains sont véritablement essentiels à l'établissement d'un contexte communicationnel qui soit libre, sécuritaire, inclusif et participatif. Est-ce qu'on peut véritablement utiliser les médias sociaux, par exemple, s'il nous est formellement interdit par le code criminel de le faire pour discuter ou encore faire suivre des enjeux d'actualité, comme c'est le cas au Vietnam, par exemple? Est-ce qu'on peut tenir des rencontres virtuelles si on sait que les discussions qui prennent place dans le cadre de ces rencontres-là peuvent être épiées, interceptées par les agents gouvernementaux? Est-ce qu'on peut participer au débat public pleinement et sereinement si notre langue fondamentale n'est pas reconnue par les pouvoirs publics? Si on n'a pas d'aide, par exemple, si on est dans une situation minoritaire pour que notre langue soit reconnue de manière officielle? On le voit, là, les droits humains constituent un socle fondamental pour qu'on puisse véritablement participer à la communication. Deuxièmement, les enjeux qui sont associés aux médias sont fondamentalement des enjeux de droits humains. On a tendance à l'oublier. Lorsqu'on parle de censure, lorsqu'on parle d'exclusion, lorsqu'on parle de surveillance, lorsqu'on parle de diffamation, lorsqu'on parle de haine et de racisme, on parle essentiellement de droits humains. On parle de droit à la liberté d'expression, on parle de droit à la vie privée, on parle de droit à l'honneur, à la réputation, on parle de droit à la protection contre la propagande haineuse. Donc, le pari que je fais avec vous ce soir, c'est un argument qui est clair. C'est lorsqu'on comprend ces droits, on comprend les grands enjeux qui leur sont associés. Ça nous aide beaucoup à comprendre les problématiques auxquelles on est confronté, de bien comprendre ces droits-là. Et finalement, les tensions et les contradictions qui prennent place entre ces droits-là nous aident à comprendre les grandes controverses qui touchent aux médias. L'affaire Charlie Hebdo a mis au Canada et surtout en France une tension fondamentale entre le droit à la liberté d'expression et le droit de pouvoir vivre sa religion en toute dignité sans se faire humilier sur la place publique. Au Canada, aux États-Unis, en France, le droit à la liberté d'expression trouve trois limites qui sont des enjeux et des grandes controverses. D'abord, la haine, les discours haineux. Où sanctionner? À partir de quoi sanctionner? Sanctionner quoi? Comment? Et en fonction de quel justificatif? Ensuite, le respect de la vie privée. Où s'arrête le droit à la liberté d'expression et où commence le droit à la vie privée? Et ce faisant, à la dignité humaine. On a vu dans les médias récemment au Québec une nouvelle très déplorable, d'après moi, sur un homme public qui aurait commis des actes d'indécence dans un parc public. L'affaire a fait grand bruit dans nos médias et il y a eu des débats assez intéressants de niveau éthique sur le rôle des médias dans la propagation d'une information qui peut, soit selon les cas, considérée du simple domaine de la vie privée et du potinage, ou sur d'autres, être un enjeu d'intérêt public fondamental qui touche à la liberté journalistique. Et finalement, dernière grande limite qui cause bien des débats au Canada et aux États-Unis, le droit à l'honneur et à la réputation. Dans quel contexte est-ce qu'on peut autoriser la censure de propos ou la répression de propos lorsqu'on touche à l'honneur et à la réputation d'autres personnes? Quelle est la zone de tolérance acceptable en démocratie pour pouvoir déterminer qu'on est allé trop loin, qu'on a commis une faute, qu'on a vraiment blessé de manière gratuite? Donc, en s'intéressant aux droits humains, au rapport que ces droits humains entretiennent entre eux, on s'intéresse aux controverses qui touchent aux grands enjeux de la communication. Et parlons justement du droit à la liberté d'expression. La liberté d'expression regroupe le droit de rechercher, le droit de recevoir, le droit d'émettre des informations et des idées sans égard à leur nature et à leurs frontières. Donc, un certain nombre de choses. Rechercher, d'une part, recevoir, d'émettre des informations et des idées. Rechercher, ça veut dire qu'il ne devrait pas avoir d'obstacle à notre désir d'aller cueillir des connaissances. Recevoir veut dire qu'il ne devrait pas avoir d'obstacle mis par le pouvoir public aux informations qui nous sont transmises. Et là, vous nous voyez venir immédiatement. Dans le cadre de pays autoritaires comme la Chine, le droit de recevoir des informations est profondément mis à mal. Une volonté fondamentale des pouvoirs politiques est de contrôler exactement ce que les gens peuvent voir par les canaux officiels.
Le droit d'émettre des informations, c'est un droit qui est hautement politique. On touche beaucoup au droit de la presse. Et le droit d'émettre des idées. Et là, on tombe dans un domaine qui est encore plus difficile à apprécier. Qu'est-ce qu'une idée? Qu'est-ce qu'une idée acceptable? Qu'est-ce qu'une idée qui choque? Et qu'est-ce surtout qu'une idée qui est jugée fondamentalement inacceptable? Maintenant, le droit à la liberté d'expression est un droit négatif. Une grosse différence entre un droit positif et un droit négatif. Un droit négatif, c'est un droit qui exige de l'État qu'il n'intervienne que lorsqu'il est fondamentalement nécessaire qu'il le fasse. C'est un droit qui oblige l'État à ne pas intervenir de manière courante. Je crée un espace de liberté. C'est un droit retrait. En matière de liberté d'expression, il est attendu de l'État qu'il n'intervienne pas pour déterminer qu'est-ce qui est une information honnête et correcte d'une information qui devrait être criminalisée. Un droit positif, par exemple, exige de l'État qu'il intervienne. Le droit à l'éducation oblige l'État à investir des ressources fondamentales pour développer un réseau scolaire, pour financer des enseignants, pour s'assurer que les enfants aient accès à une éducation de qualité. On lui demande d'agir. Droit négatif, on lui dit bien au contraire, vous n'agissez pas. Droit à la liberté d'expression protège notamment les discours politiques, la discussion des affaires publiques, et là on rentre dans une zone qui est très problématique aussi. Qu'est-ce qu'une saine discussion des affaires publiques? Est-ce que crier des noms fait partie de ce genre de débat-là? Est-ce qu'on peut aller trop loin dans la discussion des affaires publiques? Le journalisme, les expressions culturelles et artistiques, l'enseignement et les discours religieux. Donc au Canada, le droit à la liberté d'expression protège notamment l'ensemble de ces éléments bien particuliers-là. Et il ne s'agit surtout pas d'une nouvelle idée, cette notion de droit à la liberté d'expression. Dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen disait « La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C'est intéressant. Nous avons ici l'ensemble de la liberté et qu'est-ce qui peut constituer un abus de cette liberté de manière bien précise et la manière de pouvoir déterminer si cette liberté a été abusive. La Constitution des États-Unis, 1791, plus de 2 siècles. Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdit le libre exercice d'une religion, ni qui restreint la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre à quel point cette simple idée-là de liberté d'expression est fondamentalement révolutionnaire. Et c'est 2 contextes très révolutionnaires aussi. On est en contexte post-révolutionnaire aux États-Unis, après l'indépendance américaine, et on est dans la grande révolution française de 1789 aussi, qui a amené cette notion-là bien particulière. À un moment précis de l'histoire, on s'est donné le droit de dire, face au pouvoir, de nier le pouvoir, de le contredire, de le contrecarrer. On peut difficilement imaginer un droit qui est plus politique et qui est plus controversé que celui-là. Maintenant, le droit à la liberté d'expression va être consacré sur la scène internationale en 1948 avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se lit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre, sans considération de frontières, les informations, les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit. » Maintenant, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte qui a eu un impact culturel fondamental. C'est aussi un texte qui a généré beaucoup de droits par la suite, mais ce n'est qu'un texte déclaratoire et il n'a pas valeur juridique contraignante. D'où la nécessité, 20 ans plus tard, pour les États, d'adopter des pactes internationaux qui, eux, sont juridiquement contraignants, qui, eux, obligent les États à modifier leur constitution, leurs lois, pour assurer le respect des principes, notamment le principe de liberté d'expression.
On a ici les 2 premiers articles qui reformulent et reprennent essentiellement ce qui a été dit dans la Déclaration de 1948, à peu près dans les mêmes mots, certainement avec les mêmes objectifs. Mais là, on a ajouté un autre élément. L'exercice des libertés prévues au paragraphe précédent comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la morale publique. C'est là que les choses deviennent véritablement intéressantes. 2 limites sont directement apposées à la notion de liberté d'expression. Premièrement, la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle se pondère et elle se modère en fonction de d'autres droits fondamentaux. Et ensuite, en fonction de l'intérêt national. La question qui nous concerne, qui détermine qu'est-ce qui est une limite à la liberté d'expression nécessaire à la sauvegarde de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou encore de la moralité publique? Lorsqu'on est dans le cas de régime autoritaire, très facile de mobiliser la question de la sécurité nationale ou encore de la moralité publique pour justifier, en tout état de cause, avec l'appui des conventions internationales, des violations du droit fondamental à la liberté d'expression. Donc, on le voit que c'est un droit qui dérange, et c'est un droit qui dérange également les pouvoirs étatiques, et qu'on a cherché à accommoder lorsqu'est venu le temps d'adopter un pacte international contraignant. On a cherché à accommoder les intérêts des États signataires avec ceux de la protection des droits fondamentaux. George Orwell disait « La liberté d'expression n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre. » Intéressant. Et Beaumarchais a fait dire à Figaro, il y a ça bien longtemps, ce qui demeure une de mes citations favorites. « Pourvu que je ne parle ni de mes écrits, ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni d'autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de 200 ou 300 salles. » Donc la chose est dite véritablement avec humour, mais il s'en trouvera toujours quelqu'un pour justifier les limites apposées à la liberté d'expression en fonction d'un des critères que je vous ai mentionnés au préalable, la notion de sécurité nationale. On l'a vu dans la guerre au terrorisme. Et surtout maintenant, de plus en plus, la question de la moralité publique aussi. Il y a un cas très particulier canadien qu'on va soulever tout à l'heure avec une grande controverse qui est arrivée il y a quelques années, où on a traîné devant les tribunaux une personne particulière pour corruption des mœurs. Maintenant, malgré tout, et c'est un peu la contradiction, la liberté d'expression est jugée complètement fondamentale en démocratie. Cour suprême du Canada. La liberté d'expression a été consacrée par la Constitution, garantie par la Charte québécoise, pour assurer que chacun puisse manifester ses idées, ses opinions, ses croyances. En fait, toutes les expressions du cœur et de l'esprit, aussi impopulaires, déplaisantes et contestataires soient-elles. Cette protection est, selon les chartes canadiennes et québécoises, fondamentale parce que dans une société libre, pluraliste et démocratique, nous attachons une grande valeur à la diversité des idées et des opinions. Facile à dire, dur à faire. Tolérer une opinion qui nous irrite, nous dégoûte, nous frustre profondément, qui nous choque dans ce qu'on est et dans nos valeurs les plus profondes. Et finalement, le juge en chef du Canada qui dit « Il ne peut y avoir aucun doute que ces institutions, les institutions publiques, le Parlement du Canada, la Cour suprême, l'ensemble des institutions publiques, tirent leur efficacité de la libre discussion des affaires, des critiques, des réponses et des contre-critiques, des attaques contre la politique et l'administration et des défenses et contre-attaques, de l'analyse et de l'examen le plus libre et le plus complet de chaque point de vue énoncé sur des projets de politique. » En d'autres mots, vivre en démocratie exige le respect de la liberté d'expression. Pas un privilège, c'est le socle fondamental sur lequel une société libre et démocratique repose. Lorsqu'on vient miner l'exercice de cette liberté fondamentale, c'est tout le corps politique, c'est tout le fonctionnement d'une société démocratique qui est remis en cause. D'où sa constitutionnalisation, on va le voir dans quelques secondes.
Maintenant, la liberté d'expression dispose d'une protection constitutionnelle au Canada, ce qui nous fait un statut bien particulier. C'est-à-dire que la liberté d'expression est enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte canadienne des droits et libertés a valeur constitutionnelle, donc elle fait partie de la Constitution. Les principes qui sont inclus dans la Charte servent donc à invalider toute politique, tout règlement qui vienne contredire les droits qui sont promus par la Charte. Donc le droit à la liberté d'expression sert à invalider des politiques gouvernementales et prône au sommet de l'appareil judiciaire canadien. Donc, la liberté d'expression au Canada dispose d'une protection constitutionnelle depuis 1982. Ça fait pas 300 ans, c'est assez récent quand même. Elle est protégée par l'article 2B de la Charte canadienne des droits et libertés. Chacun a les libertés fondamentales suivantes: liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Maintenant, le droit à la liberté d'expression est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte a valeur constitutionnelle. Techniquement, le droit à la liberté d'expression devrait être absolu. Mais pas du tout, en fait. Le droit à la liberté d'expression, comme tous les droits protégés par la Charte d'ailleurs, peuvent être restreints de manière tout à fait légitime par les pouvoirs publics, par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Lorsque tout gouvernement de tout niveau adopte une loi, ce sont les 3 critères qui peuvent permettre à une loi de venir contredire un principe protégé par la Charte et pour que le principe de loi demeure valide par la suite. Donc, ce sont des droits qui sont cumulatifs et restrictifs. Cumulatif veut dire que ces 3 éléments-là doivent être réunis pour qu'on puisse limiter un droit protégé par la Charte. Restrictif veut dire qu'il n'y a aucun autre principe que ces trois règles-là qui peuvent s'appliquer pour venir légitimement limiter un droit protégé par la Charte. Maintenant, ce sont également des droits qui sont limités. Pourquoi? La Charte est d'une application limitée. C'est une erreur profonde que les Canadiens font habituellement, de penser que la Charte s'applique à tout le monde. La Charte est un outil qui a été pensé pour protéger les citoyens du Canada contre les pouvoirs publics. Elle ne s'applique pas envers un employeur, elle ne s'applique pas envers une société commerciale, elle ne s'applique pas dans le cas de rapports exclusivement privés. Elle n'est pas là pour régir les rapports qu'on a entre vous et moi. Elle est là pour régir les rapports que nous, on a avec les pouvoirs publics. Et ça, c'est une limitation, on va le voir très bientôt, qui est très lourde de conséquences. Très lourde de conséquences. Laissez-moi vous donner 2 exemples bien particuliers. Premier exemple particulier, j'ai fait mon mémoire de maîtrise à l'époque sur une organisation à but non lucratif qui s'appelle Adbusters. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Adbusters est ce qu'on appelle une organisation casseur de pubs. Ils prennent des publicités, ils les détournent, ils font du brouillage, ils font de la subversion de leurs messages fondamentaux. C'est un groupe qui s'oppose profondément à la société de consommation, au capitalisme, au rôle de la publicité dans l'espace public. Ils ont décidé d'acheter des spots publicitaires à coût de 30 secondes et d'aller diffuser leurs spots de marketing social, comme ils l'appellent, auprès des grands diffuseurs canadiens pour changer les mentalités. Ils ne demandaient pas la charité. Ils ont recueilli les sous, ils sont arrivés avec leur argent, ils voulaient acheter du temps d'antenne pendant le temps publicitaire et il n'y a aucun diffuseur au Canada qui a accepté de leur vendre du temps publicitaire. Aucun. Sur la raison qu'on ne va certainement pas vous vendre du temps d'antenne pour que vous puissiez attaquer le modèle d'affaires qui nous fait vivre, essentiellement. Nous sommes des sociétés commerciales, on a besoin de cet espace-là pour ne pas attaquer nos annonceurs. Eh bien, Adbuster a fait une poursuite contre les radiodiffuseurs canadiens pour violation du droit à la liberté d'expression. Elle a été complètement déboutée en cours sur le principe que ce droit-là ne s'applique pas contre des sociétés commerciales. Certains diraient c'est de la censure privée. D'autres diraient au contraire, c'est le droit de faire des affaires. Mais là, on trouve un exemple bien précis des limites du droit à la liberté d'expression au Canada. L'autre limite fondamentale, c'est la question des poursuites judiciaires. Vous le savez autant que moi, lorsqu'on intervient dans le débat public, on prend des risques,
On s'oppose à des compagnies, on s'oppose à des projets miniers, on s'oppose à des grands prometteurs, et on le fait en fonction de ce qu'on estime être notre droit fondamental à la liberté d'expression et la participation au débat public. Lorsqu'on se fait poursuivre en diffamation de manière abusive, aucun recours à la Charte canadienne n'est possible, parce que cette charte-là ne s'applique pas contre ce genre d'individus-là. Et les gens que j'ai rencontrés dans le cadre de mes travaux sur les poursuites Bayon, sur les SLAPP, étaient profondément choqués de réaliser sur le tard que ce qu'ils considéraient être un droit fondamental était dans les faits très limité, très circonscrit à un certain nombre d'acteurs bien spécifiques. Donc la Charte n'a application qu'envers les pouvoirs publics fédéraux, provinciaux et les administrations publiques. Elle ne peut pas s'appliquer contre des acteurs qui sont strictement privés. Il y a également la clause dérogatoire, l'article 33.1. Ah oui, un autre élément avant. La Charte ne s'applique pas contre des personnes privées, mais des personnes privées peuvent très bien évoquer la Charte contre des pouvoirs publics. Vous et moi, on peut le faire. Une société commerciale peut le faire aussi. On a vu, par exemple, au Canada, au courant des dernières décennies, plusieurs compagnies de tabac poursuivent le gouvernement fédéral pour atteinte à son droit à la liberté d'expression, parce qu'on voulait réglementer, par exemple, la publicité qui était faite aux cigarettes dans les espaces publics. Donc là, vous voyez qu'il y a un enjeu de sécurité et surtout de santé publique fondamentale. Et on a une personne morale qui revendique son droit à la liberté d'expression pour contredire la volonté d'un législateur d'agir dans l'intérêt de la santé publique. Une autre perversion un peu de notre régime du droit à la liberté d'expression au Canada. Ensuite, il y a la fameuse clause dérogatoire auquel on a eu recours à quelques reprises au Québec. C'est-à-dire que tout pouvoir public au Canada peut adopter une loi qui contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés. Si dans la loi, il en fait expressément mention, nous adoptons cette loi nonobstant les protections conférées par la Charte canadienne des droits et libertés. C'est un geste politique très fort. C'est un geste extrêmement coûteux politiquement. Le gouvernement du Québec le fait à la fin des années 80 pour justifier certaines politiques linguistiques au Québec notamment. Et la loi adoptée est valide pour un certain nombre d'années et doit après, par la suite, être réadoptée avec encore une autre mention de la clause dérogatoire. L'idée étant qu'on va forcer les gouvernements et les paliers de gouvernement à assumer publiquement les coûts politiques de déroger aux droits garantis par la Constitution canadienne. Et comme je vous l'ai dit, les droits ne s'appliquent pas dans le cadre des litiges plus controversés. Quelques précisions fondamentales, encore une fois, sur les méconnaissances du droit à la liberté d'expression au pays. Le droit à la liberté d'expression ne protège pas des coûts sociaux, économiques et politiques associés à la controverse. Les gens sont souvent surpris. Ils sortent des opinions sur la place publique. S'ensuit des boycotts, des menaces, des controverses, des attaques à leur réputation, des pertes d'emploi parfois, du piquetage, de l'intimidation, le fait d'être mis au banc des accusés et affirment, bien fâchés, que leur droit à la liberté d'expression devait les protéger des mauvais coups, mais pas du tout. Pas du tout. En démocratie, faire acte de son droit à la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on est en droit de s'attendre à un sain débat public, qu'on est en droit à ne pas avoir de conséquences pour prendre la parole dans l'espace public. Bien au contraire, il y a des coûts politiques, culturels, économiques, fréquemment très élevés à l'idée de prendre part au débat public. Les gens de Charlie Hebdo, par exemple, étaient méprisés par leurs pairs pendant des années, étaient l'objet de manifestations contre eux, faisaient l'objet d'une controverse récurrente. Et les individus qui travaillaient à ce journal-là vivaient des situations personnelles qui étaient parfois extrêmement difficiles. Il était de bonne guerre et attendu que cette situation-là se produise. Pas l'assassinat, mais ce genre de tension-là est usuellement associé à la liberté d'expression. Et ensuite, le fait que notre expression soit protégée par le droit à la liberté d'expression n'est pas un aval moral ou éthique de cette expression-là. On a vu, encore une fois, dans le cas de Charlie Hebdo, des discussions sur les limites de la liberté d'expression. Est-ce que Charlie Hebdo aurait dû dire ce qu'il a dit? Est-ce qu'il aurait dû se retenir? Est-ce que les médias canadiens anglais auraient dû montrer les images très particulières, par exemple les caricatures qui ont été faites par le journal?
On confond un principe moral qui vise essentiellement à l'autodisciplination personnelle, faire des choix qui nous semblent appropriés, avec un principe juridique qui est complètement différent, qui est celui que l'État n'intervient pas pour déterminer qu'est-ce qui est une expression éthiquement responsable de celle qui ne l'est pas. Nous n'allons pas confier à la magistrature canadienne, et encore moins au pouvoir politique, le soin de déterminer qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. C'est au corps social dans son ensemble de faire ce genre de débat-là. Donc, c'est une théorie fondamentale du droit à la liberté d'expression. Et finalement, le droit à la liberté d'expression protège des expressions parfois révoltantes, choquantes ou dégoûtantes. Et c'est l'affaire, par exemple, Rémy Couture au Québec il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Rémy Couture. Rémy Couture est un spécialiste des effets spéciaux qu'on appelait le maquilleur de l'horreur. C'était quelqu'un qui se spécialisait dans la production, entre autres, de vidéos où on voyait des femmes se faire violer, découper, lacérer, des scènes d'une extrême violence, d'une grande dureté, poursuivis aux criminels pour corruption des mœurs et, laissez-moi voir, distribution de matériel obscène. Au Canada, 21e siècle. Rémy Couture a vécu extrêmement difficilement, évidemment, cette poursuite-là. C'est des images, pour les avoir visionnées, qui choquent et qui dégoûtent profondément. M. Couture a reçu un appui extrêmement solide de la part de la communauté artistique, par exemple, qui disait que les questions associées à la liberté d'expression artistique ne doivent pas être soumises à ce qu'on appelle le bon goût de la majorité. Il y a un public pour ces expressions-là. Le public profite des expressions artistiques. Il n'y a pas de justification juridique claire pour pouvoir limiter le droit d'une personne de faire ce genre d'expression-là, même si elle nous choque et elle nous dégoûte, par exemple. Et pour la petite histoire, Rémy Couture a évidemment gagné son procès, en fait, a été exonéré de toute charge criminelle par la suite. Et finalement, la liberté d'expression, c'est aussi un droit qui s'oppose à plusieurs autres droits au Canada et ailleurs dans le monde. Entre autres, au droit à la vie privée. Et ça, c'est l'affaire Aubry contre les éditions Vice-Versa, qui est une décision de justice très particulière. Madame Aubry étant une jeune étudiante, assise sur des escaliers, dans un espace public, prise en photo par un journaliste utilisant un téléobjectif. Elle était clairement identifiable sur la photo. Et la photo s'est retrouvée en première page, je pense, du magazine qui a été publié et distribué par la suite. Madame Aubry a poursuivi les éditions Vice-Versa pour atteinte à son droit à l'image, son droit à la vie privée. Et la Cour suprême du Canada a reconnu, en fait, qu'il y a eu faute. Qu'on ne peut pas prendre dans l'espace public une photo de personne identifiable s'il n'y a pas un intérêt public clairement démontré à le faire. Ce faisant, la Cour suprême est venue rendre beaucoup plus difficile une forme d'expression artistique qui est pourtant fondamentale dans plusieurs pays au monde, la photo de rue. La photo de rue, c'est une forme d'expression qui est artistiquement très porteuse en soi, mais qui aussi a une valeur anthropologique sur le long terme. Les photos de rue qu'on fait aujourd'hui, dans 70 ans, vont constituer un peu le patrimoine mémorial de ce qu'était la société québécoise. Au Québec, on se retrouve dans une situation où on risque d'avoir des images d'archives de notre époque qui vont être beaucoup plus édulcorées que si on n'avait pas eu cette décision bien particulière-là. Donc, vous voyez une tension fondamentale qui se concrétise par des enjeux bien particuliers là, sur la tension entre le droit à la vie privée et le droit à la liberté d'expression. Finalement, ensuite, tension entre honneur et réputation et liberté d'expression. C'est l'affaire Wick Radio contre Simpson. Un animateur controversé, fameux pour ses coups de gueule de la région de Vancouver, traite une militante qui s'oppose à toute représentation favorable de l'homosexualité à l'école d'un certain nombre de termes et l'associe à Hitler, au Ku Klux Klan et aux nazis, essentiellement, dans le cadre de son émission. Poursuivi pour diffamation, effectivement. Et là, la Cour suprême du Canada exonère l'individu en question sur le fait qu'il s'agissait d'un commentaire loyal dans le cadre d'un débat public. Il n'appartient pas à la magistrature de déterminer si on est modéré
si on est courtois, si on ne va pas trop loin. L'expression constituait effectivement diffamatoire, mais elle était contrebalancée par le caractère loyal, c'est-à-dire qu'il y avait un intérêt public à entendre ce genre de propos-là. Le style de l'animateur était bien connu et il s'agissait d'une émission d'affaires publiques où on débattait de grands enjeux de société. Pour toutes ces raisons-là, on a privilégié, dans ce cas bien précis-là, le droit à la liberté d'expression au droit à l'honneur et à la réputation. Et je connais beaucoup de juristes qui ont crié victoire à ce moment-là bien précis. Un autre droit mis à mal par le droit à la liberté d'expression, la présomption d'innocence. Et là, on l'a vu au Québec avec la commission Charbonneau. Tout individu qui se retrouve à la télévision à la commission Charbonneau vit dans sa chair, par la suite, les conséquences de ce passage à l'émission. Et je vais vous citer le juge Antonio Lamer qui dit qu'une justice publique peut fort bien avoir pour effet de mettre en péril ou d'affaiblir les avantages de la présomption d'innocence. Le germe du doute quant à l'intégrité et à la conduite de l'accusé aurait été planté vis-à-vis de sa famille, de ses amis, de ses collègues. Les répercussions et perturbations varieront en intensité d'un cas à l'autre, mais inévitablement elles se produiront. Elles feront partie de la dure réalité du processus de la justice criminelle. Donc on voit que lorsqu'il y a une procédure judiciaire qui est mise de l'avant dans l'espace public, il peut y avoir véritablement des dangers pour la présomption d'innocence. Et ensuite, la protection contre les discours haineux. Et c'est là qu'on a une différence fondamentale avec nos voisins du Sud, les Américains. Au Canada, le Code criminel interdit formellement deux choses, inciter à la haine, fomenter la haine. Inciter à la haine, c'est par nos discours publics, encourager les gens à se monter xénophobes, racistes, à cibler des groupes bien particuliers. Fomenter la haine, c'est organiser le mouvement en tant que tel. Hein? C'est trouver les ressources, c'est s'assurer qu'un groupuscule puisse émerger, puisse prendre de l'importance. Il y a une théorie politique derrière ça, qui est essentiellement que les discours haineux contaminent le corps social dans son ensemble. C'est un cancérigène qu'il faut, dès le départ, purger du corps social canadien. Donc, les expressions haineuses au Canada sont encadrées sur ces deux dimensions-là. Aux États-Unis, on est beaucoup plus permissif. Il est tout à fait permis de pouvoir tenir des discours profondément haineux dans la place publique sans aucune crainte. La Cour suprême l'a confirmé. Tant et aussi longtemps qu'on n'attaque pas des individus bien particuliers. L'exemple que je donne toujours, c'est on peut tout à fait aller brûler des croix gammées dans un endroit public, aucun problème aux États-Unis. On ne peut pas le faire sur un terrain privé, parce que là, on intimide des personnes bien spécifiques. Là est la limite aux États-Unis. Donc, vous voyez qu'il y a une tolérance beaucoup plus large aux États-Unis pour la liberté d'expression et les dérives haineuses qui peuvent survenir qu'on a au Canada. Donc, un aspect culturel aussi très fort et qui engendre des controverses récurrentes dans nos médias sur la question de où s'arrête, en fait, le sain discours. Et finalement, le droit d'auteur, mon préféré. On est en 2015. Une des manières fondamentales de la jeunesse pour s'exprimer, c'est le remix, le recyclage, le copier-coller. C'est tout ce qu'on appelle les mash-ups, par exemple. Prendre plusieurs extraits de chansons, les coller ensemble. Prendre des images trouvées sur Internet, en faire des collages, les redistribuer. Toutes ces pratiques culturelles-là sont fondamentales. Elles sont parfois très politiques. On l'a vu, par exemple, dans le cas de la grève étudiante en 2012, où les étudiants prenaient les vidéos de promotion gouvernementaux, les retournaient, les remixaient et les relançaient dans l'espace public en tournant en dérision complètement les gens qui les avaient faits. C'est parfois très artistique. J'ai vu des magnifiques vidéos où c'est des copier-collages de plusieurs vidéos de Walt Disney des années 30-40 sur de la musique techno, par exemple. Donc, c'est des formes d'expression créative qui sont extrêmement intéressantes, mais qui sortent d'un principe bien particulier, celui du droit d'auteur. Droit d'auteur, le droit d'être maître de l'œuvre qu'on produit, le droit d'être reconnu comme étant le créateur de l'œuvre que l'on fait, le droit de pouvoir contrôler la distribution de l'œuvre, qui fait quel usage de son œuvre. 2015, avec ce genre de pratiques culturelles-là, on a des tensions systématiques entre les créateurs et les gens qui veulent s'approprier de manière créative leur œuvre. Et je vous enjoins fortement à voir un magnifique documentaire qui s'appelle RIP, RMX Manifesto, qui va en 1h15 vous montrer le parcours
d'un jeune créateur qui se spécialise dans le mash-up, dans le remixage de chansons très connues, pour le plaisir. Il met les albums complètement gratuits en ligne, il fait des spectacles et il attend la grande poursuite qui va venir lui briser les reins financièrement. Voilà. Donc ça, c'est une autre limite. Mais la liberté d'expression n'est pas qu'en tension avec d'autres droits. Elle en est également dépendante d'autres droits. Morange dit « Parce qu'elle constitue un attribut essentiel de l'être humain, la liberté d'expression est indissociable de certains droits dont elle apparaît comme étant le prolongement ou d'autres droits dont elle est, dans une large mesure, dépendante. » Laissez-moi vous poser quelques petites questions. Que veut dire la liberté d'expression si on ne sait ni lire ni écrire? À quelle mesure on peut s'exprimer librement, complètement, de manière complète? Que veut dire la liberté d'expression si on n'a pas accès aux infrastructures de communication? Si on n'a pas l'électricité chez nous, comme je pense à peu près 1,4 milliard de personnes sur la planète à l'heure actuelle. Il y a 790 millions de personnes, selon l'UNESCO, qui demeurent analphabètes à l'heure actuelle. Au Québec, on estime qu'une personne sur deux est un analphabète fonctionnel. Des gens qui ont de la difficulté à lire et à écrire des idées simples sur papier. Une personne sur deux. Qu'est-ce que veut dire la liberté d'expression si on n'a pas accès aux technologies ou si on ne dispose pas des compétences pour pouvoir les utiliser? C'est la notion de fracture numérique. Que veut dire la liberté d'expression lorsque le paysage médiatique est dominé par quelques grands médias et qu'on n'a pas accès au pouvoir de radiodiffusion de masse? Est-ce qu'on peut s'exprimer si on sait que nos communications peuvent être surveillées et épiées? Est-ce qu'on peut s'exprimer pleinement si notre langue ou notre culture n'est pas reconnue? Est-ce qu'on s'exprime si on s'expose en se faisant la haine, à la diffamation et à la diffamation? On voit ici deux choses fondamentales. La première, c'est que l'exercice du droit à la liberté d'expression ne se fait pas dans le vide. Il ne suffit pas de protéger la parole libre pour que les gens puissent s'exprimer pleinement. Il faut un contexte qui soit inclusif, qui soit participatif, qui soit sécuritaire. Ensuite, il existe un ensemble de droits humains reconnus sur la scène internationale qui sont complètement indispensables dans le domaine des communications et qui viennent, lorsqu'ils sont respectés, protégés et mis en œuvre, créer le contexte dont je viens de vous parler. Ce sont ce qu'on appelle les droits de la communication. Un ensemble de droits humains universels qui assurent un accès aux technologies et aux réseaux de communication, qui visent le développement des savoirs et des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir communiquer pleinement et efficacement, qui donne une liberté de communication, de réunion et d'association qui permet de participer à la vie sociale, politique et culturelle, qui prend en compte la diversité linguistique et culturelle et qui favorise l'expression des groupes culturels minoritaires, qui assure un accès au savoir et à la culture, qui donne aux gens la capacité d'utiliser les connaissances et la créativité des autres afin de s'exprimer et de contribuer au développement des arts, et qui crée un cadre sécuritaire à l'intérieur duquel toute personne qui désire communiquer puisse le faire de manière sécuritaire, à l'abri de représailles, d'atteinte à sa vie privée, à l'honneur ou à la réputation. Ce que je viens de vous dire là, j'invente rien. On n'a pas besoin de réinventer la roue, c'est déjà là. C'est déjà codifié et la plupart des États sur la scène internationale se sont engagés formellement à respecter ces droits-là. Les droits de communication, c'est un ensemble de droits humains qui sont reconnus, qui sont consacrés et dont la réalisation pleine et entière permet aux individus et aux communautés de s'exprimer pleinement et de manière sécuritaire, d'accéder aux médias et de les employer. L'idée, en fait, c'est de déconstruire un peu ce que j'ai fait. Je vous ai parlé beaucoup de la liberté d'expression. C'est une liberté qui est fondamentale, mais qui repose sur un édifice beaucoup plus complexe. Et lorsque cet édifice-là est malmené, lorsque les fondations ne sont pas solides, c'est un droit qui vient vide de sens. Les droits de la communication, 3 sortes de droits qui visent 6 choses au total. Les droits habilitants, les droits d'exercice et les droits sécurisants. Les droits habilitants visent à développer l'accès aux technologies de communication et d'information, de développer les compétences pour qu'on puisse les utiliser pleinement, qu'on puisse accéder au savoir, créer du savoir et comprendre,
et qui doivent donner les moyens aux gens de pouvoir participer complètement. Les droits d'exercice, c'est les droits qui visent une inclusion pleine et entière des gens dans la sphère publique et une participation complète au débat politique. Et finalement, les droits sécurisants qui visent la protection de dimensions fondamentales. On va faire un survol très, très rapide parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Les droits habilitants, 2 droits fondamentaux, le droit à l'éducation, le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. C'est toute la notion de fracture cognitive. Lorsqu'on ne sait ni lire ni écrire, lorsqu'on n'est pas allé à l'école, lorsqu'on n'a pas pu acquérir une culture générale de base, lorsqu'on n'est pas outillé pour faire face aux défis de notre société, le concept de liberté d'expression n'a plus aucun sens. Le droit à l'éducation est véritablement un socle fondamental de pouvoir participer pleinement au débat public. Le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications touche à la notion de fracture numérique. C'est tous les écarts profonds qui existent entre les individus et entre les groupes d'individus sur leur capacité non seulement à utiliser les technologies médiatiques, mais à pouvoir le faire pour se développer, pour pouvoir créer, pour pouvoir innover, pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Par exemple, on a vu des initiatives des Nations unies où on donne à des fermiers analphabètes des outils qui leur permettent rapidement d'accéder aux cours du marché pour les denrées qu'ils produisent. Ils vont au marché, ils ont l'accès des cours internationaux, ils peuvent mieux négocier les tarifs, ils ont des meilleurs retours sur investissement, ils sortent davantage de la pauvreté. On avait vu également des technologies qui ont été données dans plusieurs pays en voie de développement. Je ne sais pas si vous avez vu l'initiative One Laptop per Child, par exemple. L'idée étant de fournir des petits ordinateurs portables qui sont des véritables tanks à des enfants du monde entier pour qu'ils puissent développer des compétences de base et accéder à Internet un peu partout à travers la planète. L'idée étant également que lorsqu'il y a des fractures numériques qui prennent place, elles viennent accroître les inégalités sociales plutôt que les résorber. Lorsque le monde devient de plus en plus connecté, ceux qui ne sont pas connectés, ceux qui n'ont pas accès aux technologies, ceux qui ne peuvent pas les employer, sont doublement pénalisés. On est en train de créer un standard supplémentaire d'exclusion sociale. Donc, le droit de bénéficier du progrès scientifique et ses applications, c'est le droit de pouvoir véritablement profiter des nouvelles opportunités qui nous sont données par les technologies. Les droits d'exercice, je vais passer vite, c'est les libertés d'opinion, d'expression et d'information, liberté de pensée, de conscience et de religion, droit à l'autodétermination, droit de participation aux affaires publiques, le droit de prendre part à la vie culturelle, la liberté artistique et scientifique. Le droit de prendre part à la vie culturelle, c'est un enjeu particulièrement important pour les groupes minoritaires, pour les groupes autochtones, par exemple. Lorsqu'on est toute petite communauté à l'intérieur de grands ensembles nationaux, que notre culture n'est pas formellement reconnue, que notre langue n'est pas reconnue, qu'on ne comprend pas la langue parlée par la majorité de la population, comment est-il possible de pouvoir prendre place dans l'espace public? C'est un droit absolument fondamental. Liberté artistique et scientifique, c'est toute la capacité de pouvoir choquer, de pouvoir frustrer, de pouvoir s'exprimer librement, parfois dans le mauvais goût, sans qu'il y ait des considérations par les pouvoirs publics qui viennent déterminer qu'est-ce qu'est une expression artistique acceptable ou pas. Et la liberté scientifique, on l'a vu il y a quelques années aux États-Unis, par exemple, où les croyances religieuses de l'administration en place venaient proscrire les programmes de recherche sur des aspects bien spécifiques de la biologie humaine. Là, on mélange la religion et le développement scientifique d'une nation en fonction d'une idéologie bien particulière. Et finalement, les droits sécurisants, droit à la vie privée, à l'honneur et au respect de sa réputation, le droit à une protection face à la propagande en faveur de la guerre, aux appels à la haine, le droit à la protection des intérêts moraux et matériels des créateurs. Vous voyez ici la grande majorité des problématiques qui sont associées avec ces droits-là. Le droit à la vie privée est probablement le droit qui sera le plus mis à mal dans les 15 prochaines années au niveau international. C'est le fondateur de Facebook il y a quelques années qui disait que la vie privée n'était plus une norme sociale chez la jeunesse à l'heure actuelle. C'est plus quelque chose, c'est plus un enjeu de préoccupation. On le voit depuis l'affaire Snowden que le droit à la vie privée occupe une place prépondérante en démocratie libérale et que c'est un enjeu de surveillance fondamental. La question de la diffamation aussi et de la cyber-intimidation. C'est des préoccupations constantes en démocratie. C'est des préoccupations constantes à l'école également. Et finalement, on a toute la question du racisme, de l'homophobie,
Et on termine avec le droit d'auteur. Le droit d'auteur est à dissocier des droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle, c'est des droits qui visent essentiellement à assurer un retour commercial. Le droit d'auteur, c'est juste trois choses. Hein? C'est le droit de se faire reconnaître la paternité d'une œuvre. C'est le droit à voir son œuvre être respectée dans son intégralité, qu'elle ne soit pas charcutée, mélangée, reformatée sans notre volonté. Et c'est aussi le droit de pouvoir contrôler les usages qui vont être faits d'une œuvre. Ça a l'air trivial comme ça. Mais imaginez que vous êtes compositeur, vous venez de faire une chanson, et que les groupes néo-nazis se l'approprient et la jouent dans le cadre de leur rassemblement et vous l'apprenez. Vous imaginez le genre de souffrance morale qui peut en résulter. Donc, le droit d'auteur est également un enjeu fondamental de controverse à l'heure actuelle. Donc, en conclusion, je voudrais faire un certain nombre d'arguments fondamentaux. Il est temps, d'après moi, que l'on repense la liberté d'expression à la lumière de ses conditions réelles d'exercice. Il est véritablement temps qu'on arrête de se préoccuper des questions de censure et qu'on commence à aborder les conditions qui nous permettent de s'exprimer pleinement. Question fondamentale, qui s'exprime? Qui on n'entend pas? Pour quelles raisons on ne l'entend pas? Quels sont les désavantages dans l'espace public de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'ont pas accès à l'école ou aux technologies numériques? La présentation que je vous ai faite aujourd'hui est une présentation qui vient un peu à définir un cadre qui nous permet, à travers un certain nombre de droits bien particuliers, de baliser et de comprendre les grands enjeux de la communication à l'aide d'un certain nombre de principes normatifs qui sont universels, qui sont reconnus, qui sont normalisés et qui sont juridiques. L'avantage d'un cadre comme ça, c'est qu'on a un langage commun pour pouvoir parler avec des hommes et des femmes politiques, pour pouvoir parler aux tribunaux, et pouvoir faire sens entre nous d'enjeux complexes. J'espère que je ne vous ai pas perdu aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a trouvé un langage commun pour pouvoir discuter d'enjeux quand même assez complexes à comprendre. On l'a fait à travers un certain nombre de notions qui sont compréhensibles pour une large partie de la population. L'argumentaire que je déploie, moi, c'est que la notion de droit de communication est un argumentaire qui peut beaucoup nous aider à démocratiser nos systèmes médiatiques à l'heure actuelle. Et il est temps, littéralement, qu'on développe des moyens d'intervenir dans la place publique en utilisant un cadre basé sur un ensemble de droits humains universels. Merci. Merci beaucoup.